Donc, je suis professeur, vous avez compris. Les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, moi, je vais étudier les entreprises. J'ai étudié à ce jour jusqu'à 300 dans 30 pays. Et on cherche des modèles. Alors, pourquoi on cherche des modèles? Parce que ça nous permet d'écrire des articles. Ça va être lu par quelques collègues. Et on devient davantage connu. Et mon problème par rapport à cette recherche spécifique dont je vous parle, c'est qu'on n'a pas trouvé de modèle. Il est vrai, quand je suis parti chercher ces entreprises, étudier ces entreprises, qu'il y en a peu qui avaient des pointeuses. Alors en Suisse, on dit des timbreuses. Il y avait peu qui avaient, mais certains en avaient. Il y en a peu qui avaient des parkings réservés pour la direction, mais certains ont gardé. Il y a même un ministère, parce que ce n'est pas que des entreprises, un ministère, un Suisse, de transport et de mobilité, que quand je discutais au DRH, je dis est-ce que vous avez une pointeuse, et il me dit ça dépend du jour. Alors on dit tu es un DRH et tu sais pas, est-ce que... il dit quand on a commencé à libérer, transformer notre entreprise, on a demandé justement aux collaborateurs quelles sont des pratiques qui ne le font confiance. Ils ne font pas confiance et ils ont dit par exemple la pointeuse. Ok, bon, si ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous proposez? Par quoi on va remplacer ça? Et en même temps, qui respectent évidemment les contraintes légales. Alors, ce qu'ils ont proposé, c'est ouvrir une deuxième porte, en respectant des gens qui ont absolument besoin de la pointeuse pour cadrer leur journée. Ils ont besoin de timbrer et puis retimbrer. Et s'ils passent dans cette porte à droite, et puis ceux qui ne veulent plus, ils passent par la porte à gauche. Et donc 6 mois après, il y avait 60% seulement des gens, 40% seulement des gens que pointaient, 60 ne pointaient plus. Quelques mois après, il y en a 15 qui ont resté. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a que 9% qui continuent, mais on les respecte. Le problème pour moi, évidemment, en tant que chercheur, c'est qu'est-ce que je vais écrire? Je ne peux pas faire un modèle. C'est d'un modèle, vous mettez, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il y a ça, il y a ça et ça. Voilà. Donc, un peu déçu, et en discutant avec mon collaborateur un jour, par rapport à des entreprises qu'on a vues déjà, et on se dit, mais si, il y en avait quand même une chose qu'on a vue dans toutes les entreprises où on était. En revanche, ça va être difficile de mettre ça dans un modèle, parce que c'était les sourires sur les visages des gens. Partout où j'étais, les gens étaient un petit peu comme sur cette photo, vous voyez, contents d'être là, partout. Alors évidemment, j'ai pas cru, j'ai appelé lundi en disant est-ce que c'est pas le jour de la paye? Alors, ils ont commencé à rire, c'est vrai. Hein. Et puis, quand j'ai commencé à rire, non, c'était pas le jour de la paix, j'ai dit, mais vous fumez pas quelque chose? Et inhaler en plus. Alors là, ils ont commencé à rire encore davantage, et ils ont dit effectivement que c'est vrai que dans leur région, c'était aux États-Unis, on les prend pour une secte. Mais c'est pas normal. D'ailleurs, quand j'ai commencé à parler de ça, en France, surtout, les gens... aussi un petit peu en me regardant, peut-être disaient c'est lui peut-être qui fume, quoi. Hein, de quoi elle parle? Où est-ce qu'il a vu ces entreprises où les gens sont comme ça? En plus, comme vous le savez, en français, le mot travail a quoi comme racine? Tripalium, un instrument horrible de torture, hein, sur 3 pieds. On n'invite pas à être promu sur cet instrument. Et donc, les gens, ils sont torturés et ils sont contents. Donc là, ça ne va pas du tout. Hein. Donc les gens, je le comprends, hein, ils ne me croient pas. Donc j'ai cherché effectivement comment les convaincre, etc. Il y avait un film même qui a été fait, documentaire, peut-être vous avez vu que le producteur il a appelé Le bonheur au travail, ce qui a fait quand même beaucoup plus des gens convaincus que ce genre d'entreprise existe. Néanmoins, la question est pour vous, est-ce que c'est vraiment... Donc moi, je les ai rencontrés, vous pouvez les voir, il y a sur YouTube, etc. Il y a des documentaires, c'était même un Suisse, RTS, a montré 2 reportages, je crois, sur ces entreprises. Déjà, donc ma question pour vous, est-ce que c'est vraiment comme ça partout? Est-ce que dans toutes les entreprises, les salariés sont comme ça? Vous voyez, ils se lèvent le matin, ils disent, attends, c'est génial. C'est lui qui est à côté, il dit, je vais aller dans cette entreprise, je vais mettre en place mes idées, je vais être créatif, je vais être innovant, je vais m'épanouir. Puis qu'il rentre avant qu'on prend un petit verre de vin de Canton genevois ou de Valais, et je vais te raconter la journée que je viens de passer. C'est génial. Et puis quand il se couche, il pense à une chose seulement. Vous savez à quoi il pense? Il hâte de se réveiller au lendemain, quoi, parce que chaque jour c'est comme ça. On les appelle les collaborateurs engagés. Dites-moi, ils sont combien en Suisse, puisqu'on est en Suisse? Pourcentage? Ils sont combien en Suisse?
des collaborateurs engagés? Dites-moi. 3%, c'est l'optimiste de notre public. D'autres propositions? 70. Ça veut dire 70, quoi. Waouh! C'est ça, j'ai jamais encore... Monsieur le DRH, peut-être, non? Non, vous n'êtes pas le DRH? Alors, je vais vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que peut-être ça va me faire un petit peu mal. Hein? Donc, ils sont 13%. Alors, je vous donne les chiffres qui se titrent de Gallup Employee Engagement Survey. Donc, c'est mondial. Je vais montrer quelques autres pays. Je compare à des poules, mais pas des poules habituelles. Hein? Donc, imaginez que vous recrutez des poules dans votre entreprise. Hein? C'est quoi la description de poste de la poule? C'est pondre des œufs. Hein? Les DRH ils disent un œuf par jour. Hein? Donc, c'est très bien. Et on va... C'est comme ça que c'est clair. Et on va quand même définir deux catégories. La première catégorie, les poules non spécialisées. Monsieur, il est étonné. Il n'a pas avancé. Ça vole très haut, mes conférences. Hein. Donc, la première catégorie, la poule non spécialisée, il va prendre des œufs blancs. On est d'accord. Et puis, il y a des poules hypo. Vous connaissez hypo? High potential. Ils font des études et ça. Ils vont prendre des œufs marrons. Imaginez, vous avez recruté la poule hypo. Hein, donc, et pour prendre des œufs marrons, premier jour, première action, elle va dans le poulailler. Vous voyez, elle sort. Regardez qu'est-ce qu'elle est fière. C'est incroyable, qu'est-ce qu'elle est fière. Normalement, tout le monde doit être très content dans l'entreprise parce que nécessairement, il a fait quelque chose de très bien. Ben, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Tout le monde est inquiet. Les premiers sont des managers. Ils accourent tout de suite dans le poulailler. Ils sortent dans le poulailler et disent « on a trouvé un œuf ». Il est même ISO 9001. La forme, le poids, tout est parfait. Il y a une non-conformité par rapport à la norme. La couleur, ça ne va pas du tout. Ils sont inquiets. Il dit, il a dû pondre un œuf marron. Qu'est-ce qu'il a pondu? Bon, vous dites blanc, vous êtes des états rationnels, évidemment. Ben, vous avez tous tort. Et là, pondu un œuf en or. C'est génial, dites-vous. Mais pas du tout. Hein. Tout le monde est pétrifié dans l'entreprise. Les premiers, ce sont des managers. Ils disent, mais attends, cette poule pond des œufs en or. Ben, ils vont me demander tout de suite l'augmentation, quoi. Mais le DRH, qu'est-ce qu'il m'a dit le DRH? Pas d'augmentation première année, donc ingérable la poule, quoi. Mais les pires, attention, c'est des collègues. Regardez, dans un petit coin, une petite réunion. Ils parlent. Pourquoi ils parlent? C'est une petite réunion impromptue, vous voyez. Ils disent, attends, on connaît nos managers, quoi. À cause d'elle, on va nous augmenter tout de suite à la norme, quoi. On va demander à tout le monde de pondre des œufs en or, quoi. Mais est-ce qu'ils vont augmenter le salaire? Ben, bien sûr que non. Donc, ils préparent une petite action dont en France, on a le secret. Deuxième catégorie, on appelle ces gens des collaborateurs désengagés. Je vous épargne la longue définition de Gallup, je vous donne la plus courte d'un patron de PME. Il m'a dit que ce sont des gens qui viennent chaque jour pour... Pourquoi il vient? Pour le salaire. Hein? C'est encore plus court. Hein? Il vient pour partir. À quel moment ils ont envie de partir? Alors certains, dès qu'il arrive, certains disent dès qu'il se réveille, quoi, hein, il va à reculons. Voilà. Ils sont combien en Suisse? Vous savez, vous demandez comment ça va, il dit comment lundi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, c'est en France, on dit ça un minimum syndical. Donc ils sont combien en Suisse? Moins qu'en France, ok. Mais précisément. Ça c'est facile, c'était facile. 17%. Madame, mais vous êtes aussi DRH. C'est très optimiste, ça. Hein? 30, 50, bon, encore faut attacher vos ceintures parce que ça va faire mal. Ils sont 76%. Alors, je les compare à des chevaux fatigués. Dès le matin, ils sont un peu fatigués, donc ils peuvent s'asseoir et s'assied. S'ils s'allongent, ils s'allongent. Mais attention, l'oreille est toujours dressée. Bah oui, parce que si le chef, il passe, bon, on est là. Alors, je vais le défendre quand même, attention, je vais le défendre, parce que ce sont des bons professionnels. Ils sont recrutés parce qu'ils ont des compétences. S'ils n'ont pas de compétences, ils sont formés. Et ils ont aussi une éthique de travail, qui consiste en quoi? Elle consiste à bien faire ce que leur chef leur a demandé, mais pas plus. Très souvent, passez le bureau, ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Le chef n'est pas là, hein. On a terminé le boulot, quoi. On attend le chef. Troisième catégorie, vous voyez, il nous manque, petite, je crois, 11%. Hein, et qui sont ces gens-là? Ni ils sont engagés, ni ils sont désengagés. Et je vous garantis, ils travaillent, ils ont le salaire, ils ont tout. Qui sont ces gens-là?
Hein? Alors, qui sont? Parfois, on me dit c'est le dirigeant, on me dit plein de choses. Alors, vous êtes prêts? Parce que ça, c'est un terme politiquement correct de Gallup. On les appelle activement désengagés. Alors, la définition de Gallup, c'est non seulement sont des collaborateurs malheureux au travail, mais chaque jour, ils viennent pour démontrer leur malheur. Et leur façon préférée, c'est de saboter le travail des collaborateurs engagés. Donc, je compare à un renard. Vous voyez, un renard qui a appris qu'il y a une poule qui a pondu un œuf à un or, il court comme ça, il dit « C'est toi qui as pondu un œuf? Oui, bah, je te mange pour le déjeuner. » quoi. Ta carrière est réglée. Donc, voilà la situation, voilà où on en est. Je vous montre juste où vous êtes, hein, la Suisse. Vous voyez, les pays les pires en Europe, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. C'est 2017. Vous êtes quelque part au milieu. Mais attention, les meilleurs en Europe, Norvège, c'est 17% seulement. Il faut comprendre une chose de ce graphique. Partout, la majorité des gens vient pour le salaire. Point. Ils ne sont pas engagés dans votre entreprise, ils sont sur LinkedIn, s'ils ont 5% de plus, l'engagement s'arrête là. Ils s'en vont. Donc, vous allez me dire, M. Goetz, pourquoi c'est important? Est-ce que finalement, on doit parler de cet engagement de l'entreprise? Finalement, ce qui compte, c'est la performance. Peut-être qu'il va reculer, mais s'il bosse bien, s'il fait un bon boulot, ben c'est génial. Et c'est vrai, quand je discute parfois avec des patrons, et je dis, comment vous voyez les collaborateurs dans votre entreprise? Ben, il dit, nous, on fait des compétitions nationales, internationales. C'est un peu comme ces rameurs, hein, ils sont vraiment dans les bateaux, ils essaient de gagner, ils sont beaux. Est-ce que vous voulez voir un bateau moyen, suisse en l'occurrence? Vous voulez? Je vous montre un bateau moyen. Alors, le premier gars, il rame très fort. Les 5 derrière, eux, ils font des splashs pour que le premier pense qu'il bosse derrière. Et les 2 derniers, ils rament comment? Alors, chez vous, c'est 1, ce ne sera pas 2. Ça, c'est le bateau français. Hein. Chez vous, c'est 1. Ouh, comme ça. Donc, si vous regardez un bateau comme ça, assez souvent, surtout si c'est un bateau français ou de beaucoup d'autres pays, vous dites au coach, non, mais je n'ai pas l'impression que le bateau avance. Quoi. Il te dit, ça, c'est une bonne journée parce que normalement, on recule. Qui voit cette situation? Évidemment, ce sont les managers. Les managers de proximité, ils constatent ce désengagement, ils constatent cette démotivation, les gens sont en retard, ils ne sont pas là, à un moindre prétexte, etc. Donc, ils demandent évidemment comment puis-je les motiver. Question tout à fait légitime. Quand il s'adresse à son supérieur, au DRH, qu'est-ce qu'on lui dit? Ton job, c'est quoi? Ils sont démotivés, ton job, c'est quoi? Remotive-les, quoi. Hein? On te paye combien de séminaires, etc. Tu as appris des choses. Est-ce qu'il a essayé ou non? S'il a un peu d'expérience, il a essayé de remotiver ou non? Oui, généralement. Est-ce que ça marche ou non? Il va dire non. C'est pour ça que je viens le DRH, pour me donner d'autres personnes, quoi, parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il a raison? Oui, quelque part, et non, quelque part. Il a raison, il a essayé. Quel est le moyen de motivation le plus répandu dans toutes les entreprises, généralement, dans le monde? C'est quoi? C'est l'argent, vous dites. Alors, politiquement correct, on appelle ça les incentives. Alors, ça change tout. Hein, et dans le peuple, ça s'appelle la carotte. Hein. Est-ce que ça marche, la carotte? Ça marche comme un bourricot. Vous voyez, un bourricot, j'aime beaucoup les animaux. Un bourricot, il ne veut pas avancer. Tu lui montres la carotte, il avance ou non? Il avance. Il avance, il avance. Il a faim. Qu'est-ce qu'il fait avec ta carotte? Il la mange. Et il s'arrête, il n'est pas stupide, il s'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut maintenant, le bourricot? Une carotte. Non, il veut 2 carottes. 2. Il a tout compris, quoi. Donc, je dis au DRH, investir urgemment dans les champs de carottes parce qu'il faut beaucoup de motivation. Maintenant, quelque part, il a aussi tort, évidemment. Hein. Il n'utilise pas les techniques. Il y a des techniques. Hein. Dans les formations, on le parle d'écoute participative, etc. Simplement, il ne les utilise pas. Pourquoi? Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc, il va au plus pressé. Je montre d'ailleurs en Allemagne, pour la Suisse, pour la France, je n'ai pas. En Allemagne, vous voyez, sur 15 années, les pires années, c'est 11, les meilleures années, c'est 16, mais quand même, en 15 ans, l'évolution, elle est plate, quoi. Rien ne bouge. Et pourtant, les managers allemands, ils essaient de faire pour motiver leurs troupes, pour engager davantage. Donc, si c'est la situation, si vous imaginez que vous avez des méthodes, je ne sais pas, de vente, d'estimation de risque, 15 ans ne donnent pas d'amélioration. Qu'est-ce que vous faites avec ces méthodes? Vous le changez, on est d'accord. Donc, voilà ce qu'on lui dit, avec cette logique-là. Si tu ne crois pas que la façon dont tu motives fonctionne, arrête de les motiver. Alors là, il est vraiment, vraiment, vraiment inquiet. Il dit, je vais chercher une batte de baseball. Non, non. On va t'expliquer. Tu vas devenir un leader jardinier.
Oh là là, les deux ingénieurs, on plante des trucs, on fume ensemble, genre management 4.0 quoi. Hein. Et vraiment inquiet. On dit ne t'inquiète pas, on va t'expliquer. Imagine que tu as des fleurs dans ton jardin, tu les as recrutées pour leur potentiel, mais dans ton jardin, vous voyez, ils sont désengagés, voire activement désengagés, ils sont couchés par terre quoi. Et ce que tu vas voir faire ces fleurs, il dit, si tu lèves ta tête, tu gardes pendant la journée, tu vas avoir le BlackBerry dans ta prise. Je suis désolé pour les gens qui ont BlackBerry, personne ne bouge pour BlackBerry aujourd'hui. Alors, vous dites, OK, iPhone X, coque rouge, quoi. Alors là, ça change tout. Est-ce qu'il lève la tête ou non? Il ne lève pas la tête. Alors, vous augmentez le tarif. Hein, vous dites, tu n'as même pas de bureau individuel. Si tu lèves ta tête, tu gardes 6 mois, tu vas avoir un bureau avec une fenêtre. Waouh! Est-ce qu'il lève la tête ou non? Toujours pas. Un peu, madame, il dit un peu. Il n'a pas de bureau, madame. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour que cette fleur soit, c'est son ADN hein, d'être belle, pour qu'elle soit belle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a un sécateur, le monsieur, il dit quelqu'un sécateur? Non, c'est là. Percer, hein, monsieur, il est sophistiqué, on peut percer, ok, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je ne sais pas si les salariés vont apprécier, mais on peut percer. Quelles sont d'autres choses qu'on fait pour des fleurs, pour les arbres fruitiers qui ne sont pas à leur sommet? On les arrose, quoi encore? On les coupe. Monsieur, c'est vraiment sécateur, quoi. On remplace. S'il n'est pas bon, OK. Et donc, la lumière, hein, j'entends, et éventuellement, vous dites des engrais, etc. Donc, si vous dites ça, vous êtes des vrais bons jardiniers. Un bon jardinier, il a 2 qualités. Première qualité, s'il a planté une fleur, un arbre, qui a un potentiel, mais ça ne donne pas dans son jardin, la faute est à qui? Certains disent au jardin. Hein, le problème avec surtout souvent les messieurs, hein, c'est qu'il y a toujours une voisine à plus loin qui a la même fleur et qui est magnifique. Quoi. Donc, tu ne fais pas ton boulot. Et ton boulot, c'est quoi? Ton boulot, c'est satisfaire des besoins physiologiques de cette espèce, dans ce climat, dans cet environnement. Les connaître et les satisfaire. En l'occurrence, combien exactement, pas toujours plus comme avec des incentives, combien exactement d'eau il a besoin, combien de lumière il a besoin, et quels minéraux exactement. Si je les fournis, je n'ai pas besoin de motiver la fleur. Elle est automotivée, elle est intrinsèquement motivée. Et donc, la question pour nous, évidemment, c'est, et là je veux faire un petit saut dans les spiritualités que tout à l'heure Marc a évoquées, anciennes du monde chinois, dans lequel l'homme n'est pas séparé de la nature. Nous, on est pareil, sauf que ce que nous distingue, c'est des besoins psychologiques. Si on connaît nos besoins psychologiques, créer un environnement et on les satisfait dans cet environnement de travail. On n'a pas besoin de nous motiver, on sera auto-motivé, ou les psychologues appellent intrinsèquement motivé. Voilà la clé. Alors, les détails, à partir de là, vous avez compris, il faut lire mes livres. Bon. La pause publicité est terminée. Et maintenant, quand même, je vais vous montrer quelques éléments. Alors, j'appuie sur un bouton et ça arrive. Donc, ce monsieur-là, qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est celui qui peut prendre la décision pour transformer l'organisation. Il y a des gens qui peuvent amener ce sujet. Ça peut être le DRH, ça peut être, j'ai vu des salariés, des managers, des syndicalistes, j'ai vu des cas comme ça. Mais celui qui prend une décision, c'est le numéro 1. Numéro 1 d'une PME ou numéro 1 d'une unité opérationnelle. Hein. C'est pas au niveau de groupe. Au niveau groupe, il faut qu'il ait juste un soutien. Voilà. Et donc, ce monsieur-là, effectivement, il a lu, il peut-être revisité, il est conscient que, vous voyez, ici, partout, il y en a beaucoup de chevaux allongés, quand même fatigués hein, dès le matin. Il y a des renards qui chassent les poules, qui pondent des œufs en or, donc ça ne va pas. Quoi. Il a entendu qu'il y a des endroits, et c'est vrai, il y a des chiffres où il y a plus de 70% des collaborateurs engagés. Vous voyez donc, mais le chemin est long. Hein, c'est comme escalader une montagne dans les Alpes suisses. Et donc, il dit, mais OK, je comprends, mais qu'est-ce que je vais trouver là-haut? Donc, pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut trouver là-haut, on va regarder juste 1 minute d'un petit film. Ça arrive? Alors, une entreprise libérée, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié? Partant de ce principe, exit les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes.
Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre, et aussi de la part du dirigeant, un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée. Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment, et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent. Forcément, ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Voilà, ça s'appelle le teasing, hein. Mais puisque je suis ici en live, donc je vais vous donner quand même quelques illustrations. Alors vous avez compris que c'est pas il n'y a pas de modèle, hein, c'est une philosophie, c'est-à-dire c'est de la vision, tout à l'heure on en a parlé, le pourquoi, le sens, et c'est aussi des normes de comportement, on peut appeler ça des valeurs, autour desquelles l'entreprise est structurée. Et chaque fois, il faut effectivement pour chaque entreprise, pour chaque entité opérationnelle, d'élaborer ça, et c'est unique à chaque fois. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'entreprise libérée pour les nuls, hein. Il y a un chemin qu'on co-construit avec des salariés. Vous vous rappelez, comme ces salariés dans le ministère belge qui ont décidé que nous, on va ouvrir une deuxième porte et puis ce sera au choix des collaborateurs. Et ailleurs, ça peut être une autre façon. Il y a des bonnes questions, en revanche, qui sont universelles. On va se poser ensemble. La première question, c'est est-ce que vous pensez que ces 80, alors je dis en français, c'est 87% de collaborateurs belges, suisses, désengagés, activement désengagés, vous vous rappelez? Est-ce qu'ils étaient comme ça le premier jour quand ils étaient recrutés dans l'entreprise? Après, non, parce qu'on recrute des gens qui sont motivés, enthousiastes, etc. Deuxième question, qu'est-ce qui leur arrive dans l'entreprise? D'ailleurs, vous vous rappelez-vous tous de ces jeunes collaborateurs qui se comportent comme ces poules qui pondent des œufs en or. Ils vous disent, madame, les premières semaines, oh, monsieur, si on change ça, on peut ici économiser 5 000 francs suisses, on peut ici réduire des délais de livraison, on peut améliorer la qualité. Vous discutez, ils ont un petit plan d'action, ils le mettent en place, ils sont toujours souriants, ils sont toujours enthousiastes. Puis un jour, vous passez dans leur bureau, et cette dame est assise, et vous dites, Martinette, ça va? Et vous regarde comme ça. Elle dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous vous rappelez, c'était une magnifique poule hypo, quoi. Et il pondait des œufs en or, quoi. Et ces plumes, magnifiques, commencent à se transformer en poils grisâtres d'un cheval vieux, qui commence devant vous prendre du poids, de plus en plus de ressembler à un cheval, un gros cheval, et s'écroule au milieu du bureau et dit, monsieur, dites-moi ce que je dois faire, je le ferai. Bye bye, la poule aux œufs d'or, bienvenue un cheval fatigué. Qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises qui ont recruté des talents, des gens qui le prouvent au début, et ils lèvent le pied par la suite et deviennent des bons exécutants, mais pas plus. Comment arrêter ça? Cette dynamique-là, et ça c'est une question évidemment d'organisation. Et la transformation, c'est de passer de cette organisation-là vers une autre, dans laquelle toute cette motivation de départ, tout cet engagement de départ soit maintenu, voire même renforcé. Et donc, je vous ai promis, vous rappeler comme avec des fleurs, les besoins psychologiques autour desquels on transforme l'entreprise. Arrêtez, les psychologues le connaissent aujourd'hui, c'est des travaux de DCRIN, et ils sont empiriquement prouvés dans plusieurs dizaines de pays au monde. Le premier besoin, moi je l'appelle égalité intrinsèque. Les êtres humains, nulle part dans le monde, ils ne demandent d'être traités mieux que les autres, mais ils ne supportent pas d'être traités comme les êtres inférieurs. Si vous faites 10 minutes queue avec vos enfants, et puis il y en a quelqu'un qui coupe la queue pour qui il se prend, etc. Dans l'entreprise, ça signifie quelque chose de très particulier. L'entreprise, ça signifie que les êtres humains qui travaillent dans l'entreprise demandent d'être traités avec le respect, la considération et la confiance à leur intelligence. Ça signifie par exemple que les phrases du genre « il faut remonter le problème » ou « t'en as qu'à appliquer la procédure » n'existent pas. Parce que quand on utilise ces phrases-là, on signifie à cette personne-là qu'il y en a dans l'entreprise des gens intelligents, mais pas lui. Qui ont des solutions, mais pas lui. Deuxième, c'est la réalisation de talents. On parle des talents. Les gens, ils ont des talents. Il suffit d'observer ce qu'ils font après le travail. Quand vous amenez parfois votre gamin dans l'équipe des Benjamins de foot, c'est le gardien qui ne parle jamais. Vous pensez peut-être qu'il c'est un autiste. Et lui, c'est le coach de ce club. Et il prend l'initiative et il fait plein de choses, etc. Votre assistante, peut-être, qui dit oui, monsieur, non, monsieur, elle, vous le trouvez dans le conseil municipal de votre petite ville, responsable d'urbanisme. Un tel monsieur, il fait des drones. Mais au travail, ils sont dans un rectangle. Et ils restent dans le rectangle jusqu'à leur retraite.
il ne se réalise pas. Est-ce qu'on peut construire le lieu de travail où les gens réalisent leur talent? Et le dernier, c'est l'autodirection. Les êtres humains, nulle part dans le monde, n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire et qu'on les contrôle. Pas que des ados. Et qu'est-ce que les gens vivent dans l'entreprise? À partir de parking B2 qu'on leur désigne, et si c'est B1, c'est la fourrière, et les heures de repas, etc., etc. Il y en a partout, effectivement, des limites, des contrôles, etc. Et pas que les équipes décident quelle est la meilleure action d'entreprendre pour le bien de l'entreprise par elle-même et se diriger. Donc, je donne juste maintenant rapidement quelques exemples. Donc, on va voyager un petit peu. Donc, égalité intrinsèque, on va partir d'abord très très loin, hein, très vite en Chine, parce que j'ai voulu aller en Chine. Et quand j'ai contacté ce monsieur-là, qui fabriquait en Chine ses prédécesseurs de Wii, vous voyez, donc c'est un truc très sympa si vous êtes désengagé, vous achetez un truc comme ça s'appelle bass fishing, et vous fermez le bureau surtout, et vous partez à la pêche, vous savez, pendant 2 heures, hein, avec petit écran, ça commence à vibrer quand le bar est, et puis il y a 6 niveaux hiérarchie et 6 niveaux de difficulté, donc vous passez 2-3 heures tranquille, quoi, c'est vraiment très utile pour l'entreprise. Voilà, donc il a vendu énormément, des millions et des millions, voilà, et donc il a construit 8000 salariés en Chine, construits sur ces principes-là dont je vous parle, en Chine. Donc malheureusement, quand j'ai appelé, il a vendu cette entreprise-là, et puis il savait que, voilà, il m'a demandé est-ce que je m'intéresse spécifiquement à l'industrie électronique, etc. J'ai dit non, je m'intéresse à l'organisation. Il dit j'ai une autre entreprise, je dis c'est quoi? Il dit c'est un vignoble. Je viens. Évidemment, un vignoble. C'est où? Il dit c'est en Californie centrale. Bon, mais 2 fois, quoi, parce que, voilà, voir plus spécifiquement. La vie des professeurs, c'est quand même dur, hein, vous comprenez. Hein. Voilà, il faut déguster des vins. Bon, j'étais dans les aciéries, hein, mais là maintenant, le vignoble, c'est mieux. En tout cas, et il s'est passionné à un moment donné au vin. Alors, je sais qu'il y a des bons vins dans le canton genevois, on m'a dit pas que le Valais, hein, mais il s'est passionné pour les pinots noirs. Et il y a même en Suisse des bons pinots noirs. Mais en l'occurrence, je suis désolé, hein, c'est un petit peu de patriotisme hein, français, mon Bourgogne. Ça va, Bourgogne? Voilà. Donc, il a goûté des très bons grands vins pinot noir. Il s'est passionné. Il a dit, je veux créer un vignoble qui va faire un des meilleurs pinot noirs au monde. Voilà la vision. Voilà le rêve. Voilà le pourquoi. Ça va? Faire une petite concurrence à Romanée Conti, quoi. Bon. Donc, il a cherché, effectivement, pour ça, il faut un terroir exceptionnel, comme vous comprenez. Donc, évidemment, en Bourgogne, c'est pas, vous ne pouvez pas acheter. Et donc, il a cherché dans le monde entier. Il a trouvé, effectivement, quelque chose en Californie centrale. Alors, il y a un petit secret, c'est très, très chaud, évidemment. Mais il y a la nuit, il tombe, vous savez, ces brouillards qui sont aspirés par cette petite rivière qui s'appelle Santa Inés. Et donc, ça baisse la température de 15-20 degrés la nuit. Donc, c'est génial pour la maturation du pinot noir, justement. Et donc, il a planté. Et première année, il est dans 100 meilleurs vins du monde. Alors, ce n'est pas les grands vins, hein, c'est vins autour de $50 à peu près, mais quand même se retrouver dans 100 meilleurs vins du monde. Il reste 4 années de suite, hein, et il devient aussi le meilleur vignoble, nouveau vignoble américain. Et pourquoi je montre ça? Parce que malgré tous ces résultats, ou peut-être grâce à ces résultats, bah, Bob David, c'est son nom, il ne passe pas beaucoup de temps dans son vignoble. Aujourd'hui, 1 mois par an. Là, maintenant, il l'est, parce que c'est le récolte, mais voilà. Il aime beaucoup le bateau, vous avez compris, il aime beaucoup le bass fishing, donc voilà, il a une maison à Bahamas, voilà. Mais de temps en temps, il appelle quand même, donc au moins 1 fois par semaine, son équipe, notamment celui qui est un viticulteur en chef, qui s'appelle Victor. Il dit, Victor, est-ce que tout va bien? Généralement, Victor, il dit, oui, tout va bien, donc ok, I'm going fishing. Il s'en va. Donc, il n'y aura pas de connexion. Et puis, parfois, Victor, il dit, on a un problème. En l'occurrence, il y avait un problème. Il dit, on a mesuré la dose de sucre, et c'était au mois de juillet, et si on ne fait rien, on est mort parce qu'on n'aura pas la maturité qu'il nous faut au moment de la récolte. Il y a un silence. Il attend quelque chose. Et Bob, il dit, je sens qu'il a un gros singe sur l'épaule. Et là, maintenant, la conversation va se dérouler. Il va essayer de me refiler le singe. Que c'est moi qui décide. Mais moi, j'ai fait des cours. Hein, donc, je reformule tout ce qu'il dit et je dis rien. Donc, je dis, ok, bon, je comprends, le problème est vraiment sérieux. L'autre dit, oh, pas seulement qu'un problème sérieux, il va falloir quand même faire quelque chose. Il dit, donc, c'est vraiment tellement sérieux qu'une action est nécessaire. Et, évidemment, mais il va falloir faire tomber des raisins. Tomber des raisins, c'est sur vos vendanges vertes, si vous connaissez, c'est qu'on coupe la moitié des grappes pour donner des chances au reste éventuellement d'avoir suffisamment de la matière pour matière. Dit Bob. Alors cette action dramatique, c'était justement faire tomber des raisins, c'est bien ça. Il
dit, mais Bob, mais c'est beaucoup d'argent. Hein, beaucoup, ça ne me dit pas grand-chose. Il dit, bah, c'est 1,6 million qu'on aurait vinifié, mis dans les bouteilles et mis sur le marché. Là, on va faire tomber, ça va pourrir. Donc, ce n'est pas un petit singe, c'est King Kong, quoi. Vous voyez, qu'il a sur l'épaule, il n'a pas envie de prendre cette décision du tout. Il a envie que le patron et propriétaire prenne cette décision. À ce moment, Bob Davids, il dit, au téléphone, hein, toujours, Victor, je ne pourrais pas t'aider avec celle-ci. Je suis ingénieur, design, électronique, je ne connais rien en viticulture. Je te recrutais dans un des grands vignobles parce que tu es un des plus grands spécialistes. La seule chose que je peux te dire, c'est pourquoi on est là, le pourquoi. Et tu le sais, pour faire un des meilleurs pinots noirs humainement possible au monde. Victor, cette conversation est terminée. I'm going fishing. Il a raccroché. Victor m'a expliqué qu'heureusement, il faisait du yoga à l'époque, donc il s'est allongé. C'est vrai, hein, il a respiré, il se levait, il a décidé de faire tomber des raisins. Et cette année-là, d'ailleurs, ils ont eu le résultat, le meilleur de leur histoire, 50e dans les 100 meilleurs vins du monde. Alors, c'est intéressant, hein, cette histoire-là. Je vais vous tout de suite traduire en place, parce que c'est facile hein, de dire à des gens, prends ta solution, quand il s'agit de $100, $1 000, 1,6 million. C'est là où vous êtes testé. C'est ça que les gens regardent. Et pourtant, vous avez sélectionné ce monsieur-là pour gérer un business qui est un business des millions, hein, et pas des milliers, des millions. Mais vous ne laissez pas à lui prendre cette décision, ben, c'est mort. Et donc, voilà ce qu'il dit Bob Davids, ça c'est sa photo, et on sort maintenant un livre qui va sortir dans quelques mois, qui s'appelle Leadership sans ego. Il dit, je ne suis pas un brick, je ne suis pas l'eau, je ne suis pas le sable. Je suis cette chaux, vous voyez, chaux d'un mur, qui tient le mur ensemble. Le PDG, ce n'est pas la force du mur, c'est des gens qui adhèrent entre eux. Le PDG, la responsabilité du PDG, c'est de fournir ce liant pour que les gens puissent adhérer et coopérer ensemble. Voilà, premier exemple. Je vous amène maintenant vers un autre. Ce que vous libérez, c'est l'intelligence, évidemment, parce que s'il y a un problème, opportunité, vous ne demandez pas à des gens des solutions. Comment vous voulez libérer leur intelligence? Vous ne saurez jamais. Peut-être d'ailleurs, ils ont des solutions, ils vont vous quitter et fonder une boîte qui va faire la concurrence à la vôtre. Et je suis sûr, s'il y a d'ici des patrons de PME, vous avez vécu ça. Hein? OK, maintenant, un autre exemple que je vous donne maintenant, c'est l'organisation de talent. Je vous amène dans une entreprise maintenant un peu plus grande qu'un vignoble. Une petite boîte qui s'appelle Airbus, ça va comme ça? D'accord. Donc, qui fait des petits avions qui s'appellent A380. Et donc, Jean-Luc Mourfas, effectivement, qui a lancé en 2014 cette transformation-là. Et son truc était vraiment les talents. Hein. Il a dit, on compte beaucoup, trop les gens. Si on lâche, on a beaucoup plus de chances de laisser exprimer des talents qui le veulent bien. Ça, c'est Vincent. Vincent, c'est un opérateur qui faisait des câblages dans les avions. Et un jour, ils étaient en chômage technique parce que la pièce de l'Allemagne métallique avec laquelle on fait tenir les câbles était en retard. Et donc, ils étaient très embarrassés. Et puis, il dit, mais si on imprime ça en 3D? Tu regardes, mais tu connais 3D? Oui, je suis passionné par Fab Lab. Le soir, je le fais, etc. D'ailleurs, on a une imprimante 3D dans le bureau d'études et on peut télécharger, je pense, le schéma donc du système qu'utilisent les Allemands. On imprime ça en plastique et puis on avance. Et puis, quand la pièce arrive, on va la remplacer. Bon, il l'a fait. Ils ont avancé. Plus tard, un petit peu plus tard, il arrive. Il dit, j'ai une autre idée. Et si on achète une imprimante 3D pour chaque équipe? Il dit, mais c'est beaucoup d'argent. Voilà le calcul. On va la rentabiliser dès la première impression. Ils ont fait. Bon, aujourd'hui, Fast Forward, Vincent, c'est quelqu'un qui s'occupe des technologies de veille, forme ses équipes, etc. etc. Voilà ce qu'il est devenu. Il n'aurait pas été hein, s'il n'y avait pas tout ce programme qui permet à chacun. Il y a des centaines d'exemples des gens qui se réalisent comme ça. Et Jean-Luc a dit, je trouve vraiment formidable de sentir le nombre de talents qu'on a et que l'on a ignoré pendant des années. Et ça, c'est de dur pour l'avenir. Troisième, donc les talents libérés. Voilà comment on libère les talents des gens, que d'ailleurs, c'est intéressant, les gens parfois ignorent par eux-mêmes. Dernier exemple, l'autodirection. L'autodirection, c'est le troisième besoin, vous vous rappelez.
je vous amène, alors je sais que, en tout cas, dans cette banque-là, hein, il y a du retail, mais il y en a peut-être pour des gens qui sont dans le commerce de détail. Je vous amène dans un réseau de magasins, des grands magasins aux États-Unis. Vous voyez à peu près pourquoi je les ai choisis aussi, parce qu'ils ont numéro 6 de service client aux États-Unis de toutes les entreprises américaines et le plus haut de toutes les chaînes de distribution. Vous voyez, donc c'est le plus grand service. Je vous donne un exemple de ceux qu'ils ont comme livret d'accueil. Je ne sais pas si on dit ça en Suisse, un livret d'accueil. Vous savez que vous donnez aux salariés quand il arrive. En anglais, on dit Employee Handbook. Il est très simple. Là, c'est une carte Bristol, vous voyez, 13 sur 20 cm. Et c'est écrit Bienvenue chez Nordstrom. Nous sommes très contents que vous avez rejoint notre entreprise. Notre objectif numéro 1, c'est de fournir le service client exceptionnel. C'est ça le pourquoi. Hein. Fixez à la fois vos objectifs personnels et professionnels aussi haut que possible, dans cet ordre-là. Nous avons toute confiance dans votre capacité de les atteindre. Et c'est pour cette raison que notre livret d'accueil, tous les règlements, etc., est très simple. Il a une seule règle. On va voir la règle. Hein, on va retourner le truc. C'est au dos. Hein, c'est au dos. Hein, utilisez votre bon sens dans toute situation. Oh là 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 là, les gens disent oui, l'annexe, quoi. Il y a l'annexe 100 pages, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et dit non, non, pour leur expliquer, il n'y aura pas de règles additionnelles. Mais quand vous êtes entouré, vous vous rappelez de ces jardiniers qui sont à votre service, hein, donc vous êtes libre à tout moment de demander. Il y a un responsable de rayon, responsable de magasin, directeur régional. Vous les appelez, vous consultez, ils vont vous donner des informations. Ils ne vont pas vous dire ce qu'il faut faire, mais ils vont partager ce qu'ils savent, peut-être ce que vous ne savez pas, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour le client. Voilà. Donc ça, c'est le monsieur qui était un des PDG, hein, c'est un corps familial. Il dit, si je suis un vendeur, il s'adresse aux nouveaux vendeurs. Vous savez, vous recrutez des vendeurs et des centaines de vendeurs dans la salle, il fait un discours d'accueil. Il dit, si je suis un vendeur dans le magasin, alors je suis libre de trouver comment fournir un service client extraordinaire. Je sais que je ne serai pas critiqué pour avoir pris soin d'un client. Je serai uniquement critiqué si je ne le fais pas. Les entreprises comme ça existent, ils sont nombreuses. Le pays où il y a le plus grand nombre d'entreprises, un chiffre absolu, c'est en France et les régions francophones. Il y a d'ailleurs aussi en Belgique, c'est une carte wiki, donc c'est sur la base un peu volontaire maintenue par la communauté, mais il y en a plusieurs en Suisse que je connais aussi. Voilà. Il y a des entreprises, il y a une petite boîte qui s'appelle Michelin, petite boîte. Voilà. Pas que le Clermont-Ferrand, hein. Dans une dizaine de pays, il y a plus de 20 usines qui fonctionnent comme ça, il y a Decathlon, etc. Je termine avec cet exemple-là. C'est une histoire de Nordstrom et c'est une vieille histoire. C'est intéressant qu'il s'est déroulé en 1974. Il n'y a aucune dame qui est née à l'époque, ça je garantis. Donc, histoire qu'aujourd'hui encore, si vous tapez Nordstrom Tires, vous allez voir des centaines de milliers de réponses. Et voilà l'histoire. Un jour, un monsieur arrive avec 4 pneus devant le local de Nordstrom et il rentre et dit « Vous m'avez vendu des pneus qui ne sont pas de bons modèles. Ça ne va pas. » Il dit au côté, on comprend monsieur, mais bon, on ne pourra pas vous donner un bon modèle, mais si on vous rembourse, est-ce que ça ira? Puis après, vous regardez la concurrence. Bon oui, bon écoutez, donc on lui donne je ne sais pas combien à l'époque de dollars, voilà, et puis il part, et pas très content, mais bon, il a son argent, et puis quand il s'en va, il dit « Monsieur, on ne vend pas des pneus ici. Je vous remercie.